Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on a voulu donner la parole au personnel soignant, à ceux qui ont lutté pendant plus de 2 mois et ceux qui travaillent dans des conditions difficiles depuis plusieurs années. Ne l'oublions pas. La députée Nicole Triss était d'ailleurs à l'hôpital Robert Pax pour rencontrer les équipes médicales il y a quelques jours. Le personnel a évoqué les expériences, les ressentis, des témoignages à retrouver en deuxième partie d'émission. Et on laisse la parole également aux citoyens dans notre journal. Quelles activités vont-ils reprendre suite aux nouvelles mesures de déconfinement? Réponse dans quelques instants. On fera un tour des médiathèques du secteur, de l'aéroport du Luxembourg et un tour en pleine nature pour terminer. Et d'ailleurs, on s'intéresse à la météo du week-end. C'est parti. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est un beau week-end qui vous attend. Demain, on aura du soleil tout au long de la journée. Il fera 8 degrés le matin. L'après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 20 degrés. Dimanche, il y aura un léger voile nuageux, mais cela n'empêchera pas d'avoir une journée bien ensoleillée. Côté température, il fera 9 degrés le matin et 19 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 30 mai, ce sera la Saint-Ferdinand. Le soleil sera avec nous de 5h32 à 21h26. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les municipales sont relancées, les célébrations culturelles aussi. Voici les brefs du jour. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Les candidatures pour les municipales relancées. Le second tour aura lieu le dimanche 28 juin. Pour les communes de plus de 1000 habitants, les têtes de liste doivent renouveler la déclaration de candidature en sous-préfecture. Elles doivent s'y rendre entre ce vendredi 29 mai et le mardi 2 juin. La situation épidémiologique à l'hôpital Robert Pax. Actuellement, 36 personnes sont hospitalisées, dont 10 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, l'hôpital compte 839 cas confirmés et 129 décès. Reprise des célébrations culturelles. L'une des premières messes se déroulera samedi à Ambach pour les communautés de paroisse Saint-Joseph-Sarreguemines Sud et Notre-Dame du Val-de-Sar. Le port du masque sera obligatoire et les places seront limitées. Les Beacher Cats arrivent à saturation. Pendant le confinement, 23 chats ont été pris en charge par l'association, dont des femelles qui ont mis bas. Après le 11 mai, 32 chats, dont 20 chatons. Le confinement a empêché la stérilisation et a augmenté la prolifération des félins. Les familles d'accueil sont donc saturées. L'association vous invite à contacter la mairie ou la SPA. Le secteur automobile local mis en avant au BEST. Le centre commercial organise une semaine de l'automobile du 22 au 27 juin. Les véhicules seront exposés gratuitement, un coup de pouce pour le redémarrage de leur vente. L'événement sera également gratuit pour les visiteurs. Hier, le Premier ministre s'est exprimé sur les nouvelles mesures liées au déconfinement, reprise en douceur des restaurants, bars, lieux culturels. Est-ce une liberté retrouvée pour les citoyens? Les avis sont partagés. Écoutez les réactions. Déjà psychologiquement d'avoir un peu plus de liberté, c'est déjà bien. Après, on prendra ça au fur et à mesure. C'est le plaisir d'aller dans un café, dans un restaurant, c'est de revoir du monde. Peut-être un peu plus de balades un petit peu partout, dans les commerces également. Sortir entre amis, boire un coup, barbecue, tout, ah oui, voilà. J'ai encore un peu peur, je préfère de rester chez moi. Moi j'avais le Covid, je sais de quoi je parle et puis il faut faire attention comment... Les mains, le visage est couvert, mais les microbes, on ne sait pas. Sortir un peu plus, voilà, voir un peu plus de gens, mais on les regardera un peu de loin, quoi, voilà. Mais c'est une certaine liberté quand même. Puis aussi pour les commerces, ils en avaient bien besoin. Déjà vivre un peu normalement, ça veut dire quoi? Faire un petit tour en moto. J'ai des enfants qui sont près de Dieppe là-haut, donc on n'a pas vu depuis 3 mois, donc on va essayer d'aller faire un petit tour là-haut maintenant. Donc,
Voilà, la famille aussi. Mais c'est vrai que j'ai envie d'aller au restaurant, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah bah moi, en premier lieu, c'est ma salle de sport qui me manque beaucoup. Parce que là, j'ai fait un petit peu d'exercice à la maison, mais bon, c'est pas comparable, quoi. La liberté retrouvée. Et c'est ça le plaisir de retrouver une ville qui revit avec justement les terrasses, les cafetiers, les restaurateurs. On se sent quand même mieux, le fait de pouvoir, en espérant ne pas retomber dedans. Beaucoup d'entourage que j'ai perdu, ça fait beaucoup. Et je vis la vie autrement. Donc c'est pas une nouvelle liberté finalement? Pas vraiment, non. Parce que le microbe, le virus, il est encore là. Hein. Profiter de la vie, aller dans les restaurants, faire marcher les boutiques de Sarreguemines. On va pouvoir aller manger au restaurant, retrouver nos amis et puis faire attention surtout de ne pas trop se rapprocher. Et puis, comme toujours, un petit peu de sport à l'extérieur. Resto, faut voir, peut-être resto en plein air sur une terrasse, oui. Et justement, essayer d'acheter local et justement plus Amazon ou des grands groupes comme ça qui viennent, qui enrichissent les pays étrangers et d'ailleurs qui ont les délocalisés ou autres. Donc ce que je veux faire, c'est justement dynamiser Sarreguemines, la ville, pour que les commerçants puissent redémarrer sur les chapeaux de roue. Là, dans l'immédiat, on va quand même encore rester un petit peu vigilant, on va dire. Et il y avait du monde au marché de Sarreguemines ce matin. C'est là que nous avons rencontré Marc Zingraf. Quelques jours après son élection, le nouveau maire de la ville doit gérer les nouvelles dispositions communiquées hier par le Premier ministre, notamment celles qui concernent la restauration. Donc on est maintenant en présence de monsieur le maire de Sarreguemines. On a une petite question suite aux annonces hier du Premier ministre par rapport à la deuxième phase de déconfinement. Quelle va être sur l'arrondissement de Sarreguemines la grande décision que vous allez prendre ? Alors écoutez, il y en a un certain nombre que nous travaillons actuellement. Il faut intervenir en contact avec la population, notamment en ce qui concerne les terrasses, puisque les cafés, les restaurants, avec la météo que nous voyons aujourd'hui, se posent tous la question comment ça va se passer. Donc on est en train de travailler ce sujet-là. Nous sommes déjà intervenus pour ce qui concerne le marché, en termes de gratuité, pour qu'on puisse évidemment, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, retrouver de la vie sur cet environnement-là. Et évidemment, toutes les pratiques qui vont à nouveau être possibles, les gymnases et toute cette vie citoyenne qui reprend aujourd'hui. Voilà, donc c'est important, ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est indispensable. Ça passe par quoi? Des concertations? Vous allez aller dans chaque organisme? Comment ça va se passer? Alors, beaucoup de concertations, c'est pourquoi on est là d'ailleurs aujourd'hui au marché, c'est ce qu'on fait régulièrement, nous rencontrons les gens, nous discutons, il faut beaucoup discuter pour comprendre les problématiques qui sont celles des uns, des autres, pour prendre la meilleure décision possible. Voilà, donc maintenant je vais me rendre auprès du petit comptoir pour discuter avec les gens concernant l'avenir de leur terrasse, comment ça va se passer, à quelle échéance et quelles sont les contraintes qu'on peut rencontrer à ce niveau-là. Fermées au public pendant le confinement, les médiathèques de l'arrondissement reprennent leur activité, mais différemment. Elles ont mis en place un service de type Drive qui permet aux usagers d'emprunter des documents sans entrer en contact avec d'autres personnes. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Les médiathèques de Sarreguemines et de Bitche ont toutes les deux repris leur activité le 13 mai. Et il n'y a pas eu de retard à l'allumage. On avait jusqu'à 300, 350 demandes de documents. Donc on sent vraiment une envie des gens de lire, d'écouter de la musique, de regarder des films. On le constate au quotidien. À Bitche aussi, les utilisateurs se sont montrés particulièrement réactifs. Les employés de la médiathèque Joseph Schaeffer ont reçu 400 réservations la première semaine. Depuis, le rythme est redescendu. On est nettement moins que notre fréquentation habituelle, mais on a une vingtaine de personnes qui viennent récupérer des documents par demi-journée. Concrètement, comment ce service Drive ou prêt à emporter fonctionne? Les utilisateurs effectuent des réservations de documents via le site internet de chacune des structures ou en les appelant par téléphone. S'ils sont disponibles, ces livres ou ces DVD sont mis de côté. L'usager réserve alors un créneau et vient récupérer ses documents à la médiathèque. Il sera ensuite le seul visiteur autorisé à pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour récupérer ses documents. Je trouve que c'est super parce que comme ça on peut lire et tout est bien organisé. On prend rendez-vous sur internet et après on arrive, on prend nos livres et on croise personne et c'est vraiment très bien.
L'utilisateur n'a accès qu'à un espace limité à l'intérieur des médiathèques et ne peut donc pas flâner dans le bâtiment. C'est très pratique, même si c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir aller dans les rayons, choisir et passer un bon moment. En moyenne, la médiathèque communautaire de Sarreguemines reçoit entre 70 et 100 demandes par demi-journée. Du côté de la médiathèque Joseph Scheffer de Beach, on estime que 550 à 600 réservations ont été effectuées depuis la reprise. Les déplacements pourront se faire au-delà des 100 km. Pour les compagnies aériennes, c'est le signal d'un retour aux réservations. Au Luxembourg, par exemple, les vols sont à nouveau programmés. Alors, quel est le protocole sanitaire mis en place dans l'aéroport et dans les avions? Réponse avec Florian Tonizzo. Porto, Lisbonne, Munich et même Stockholm. À partir de vendredi, la compagnie Luxair reprend son envol vers 7 villes différentes et elles n'ont pas été choisies au hasard puisqu'au Portugal, en Allemagne et en Suède, bars, restaurants et hôtels sont ouverts. Pour accueillir les passagers dans les règles, 50 distributeurs de gel hydroalcoolique ont été mis en place dans l'aéroport, tout comme le marquage au sol pour respecter les distances. Des plexiglas ont été installés sur les différents guichets pour séparer les passagers du personnel. Le masque est quant à lui obligatoire dans l'aéroport et dans l'avion. Dans les espaces plus restreints, donc le masque permet de protéger tous les passagers. Et donc on va demander à tout le monde d'avoir beaucoup de discipline, à savoir de commencer l'embarquement par petits groupes et de respecter les distances. On va également demander aux passagers de prendre peu de bagages à bord, de faire enregistrer la majorité, afin grosso modo de limiter les interactions entre les passagers et avec le personnel d'équipage et de pouvoir accélérer les choses au maximum. Et pour accélérer les choses, la compagnie conseille aux usagers d'arriver 1h30 avant le décollage. À bord de l'avion, les passagers recevront un masque chirurgical, des lingettes désinfectantes et du gel hydroalcoolique. Pour se divertir, il n'y aura plus de journaux ou de magazines à disposition. En revanche, pour les plus gourmands, la compagnie proposera toujours à boire et à manger. Un nettoyage de toute la cabine sera effectué entre chaque voyage et l'air y sera renouvelé toutes les 3 minutes grâce à des filtres EPA. C'est efficace à 99,99% et donc vous êtes plus en sécurité dans un avion que quand vous faites votre course dans un grand magasin. Donc on a vraiment des normes sanitaires qui sont dignes des hôpitaux. Environ 10 vols sont programmés pour ce week-end, alors si l'envie vous prend de passer la Pentecôte à l'étranger, le pilote, lui, est déjà prêt à décoller. Direction maintenant le marché de Farébersviller qui a repris vie depuis le déconfinement. Les distances sociales et sanitaires sont respectées, ce qui n'empêche pas les passants de prendre plaisir à retrouver leurs commerçants locaux. Reportage sous le soleil avec Margot Bianco. Rouverts depuis le 13 mai, les badauds se font de moins en moins timides dans les allées en cette 3e semaine de réouverture. Sur son stand, Youssef s'adapte et vend des visières et des masques à côté des robes d'été. Ça va ? Regardez, je vais voir un truc là. Je sais tous les masques qui sont un petit peu tendance. Avant on vendait des chemisiers, maintenant on passe au masque. Le délégué marché de France montre l'exemple et régule sa clientèle sous son étalage. Il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place par la Fédération des marchés de France et qui est appliqué par tous les placiers des marchés en Moselle, avec des distanciations entre les stands qui sont respectés par rapport à ce qu'il y avait avant. On veille à ce que les clientes ne touchent pas nos articles. Donc on les asperge de gel hydroalcoolique. Avant on les embrassait, donc les temps changent, vous voyez. Allez, on vous laisse repartir avec un coup de parfum. Marché de phare, c'est très bien. À chaque stand que vous allez, avant de toucher les habits, il faut se désinfecter les mains. Et lui, par contre, il les fait redésinfecter en repartant encore. C'est encore mieux. Après avoir touché les sous. Oui, ça nous rassure ? Ça nous rassure, oui, effectivement. Oui. Non, c'est bien. Du côté de l'alimentaire, forcément, les gestes sanitaires sont appliqués là aussi, du moins renforcés, puisque déjà plus réglementés en temps normal. On a dû faire une barrière, que les gens ne puissent pas toucher la marchandise. Et on porte des gants et des masques. Et au niveau, comme ça les gens ne touchent plus la marchandise. Question d'hygiène. Ça me rassure, les gens ne touchent pas, on est rassurés, tout le monde porte le masque, c'est bien. C'est mieux qu'avant, il y a plus d'hygiène. On a instauré une barrière entre les clients et le personnel, afin
de pratiquer au mieux les gestes barrières pour éviter donc la propagation du virus. On utilise des masques également, du gel hydroalcoolique qu'on met aussi également à la disposition de nos clients. Voilà. Et on a également une responsable qui s'occupe de l'encaissement. Voilà, pour éviter de manipuler l'argent et la marchandise en même temps. Dans ces conditions, les clients sont aussi contents que les commerçants de se retrouver chaque mercredi sur ce marché. À Sanché, dans les Vosges, le camping-club du lac de Bouzet peut accueillir les camping-cars et les locataires de mobil-home ou bungalows. Un protocole sanitaire strict a été élaboré pour garantir la sécurité des vacanciers. Hervé Mangin, son propriétaire, espère sauver la haute saison, celle de juillet-août, et a même réfléchi à des manières de combler le manque à gagner. Cette cabine-là sera réservée à une seule famille. Des toilettes et une cabine de douche par famille, voilà une des propositions que le camping-club du lac de Bouzet à Sanché s'apprête à mettre en place pour garantir la sécurité de ses vacanciers. Pour le moment, seuls les camping-cars et les locataires de mobil-home ou bungalows sont autorisés. Dans les mobil-homes, il n'y a aucun souci, c'est comme à la maison, ils sont très espacés les mobil-homes, il y a largement de quoi garder des distances. Les gens qui seront sur des emplacements avec des camping-cars par exemple autonomes, c'est un peu idem. Un protocole sanitaire strict a été élaboré avec la limitation de la fréquentation de certains lieux comme les aires de jeu, un sens de circulation pour les piétons et le respect des gestes barrières. La piscine devrait rester accessible mais avec un nombre limité d'usagers. Le mobilier autour comme les transats pourrait être réduit voire retiré. Actuellement, c'est encore la saison basse où l'essentiel du travail devrait être de prendre les réservations. Par rapport aux autres années, au lieu d'avoir une centaine de demandes par jour, on avait 0 demande. Il a fallu s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Il faudra certainement essuyer des coups de feu au dernier moment quand les gens vont vouloir venir. Je pense qu'on peut assurer la saison et sauver la saison, même avec une clientèle plus locale et plus restreinte. Pour la haute saison, celle de juillet-août qui représente près de 70% du chiffre d'affaires à l'année, Hervé Mangin espère revenir progressivement à un fonctionnement plus habituel avec le maintien de certaines précautions. Finalement, cette crise sanitaire lui a permis de se réinventer. On a pu, pour une fois, cette année réfléchir différemment, voir les choses différemment et puis organiser notre métier de façon différente. C'est l'exemple de la restauration qu'on fait maintenant à emporter, mais qu'on va maintenir à l'année à emporter, que les gens pourront commander, qu'on livrera à domicile. Tout ça, c'est nouveau, surtout pour les petits villages qui n'ont pas eu l'habitude, jusqu'à maintenant, de pouvoir se faire livrer des pizzas ou des hamburgers. Des recettes en restauration qui combleront partiellement le manque à gagner d'ici la très probable réouverture du camping le 2 juin à l'ensemble de la clientèle. Autre réouverture tant attendue ici, celle des frontières de l'Union européenne. 50% des vacanciers viennent de la Belgique, de l'Allemagne ou encore des Pays-Bas. Allez, on reste en pleine nature avec un peu de randonnée. Le club vosgien applique les règles. Pas plus de 10 personnes rassemblées, même en forêt. À la section de Sourtes, on a repris dimanche avec pas mal de contraintes. Catherine Henrich les a suivies. Enfin, le premier point, c'est les histoires de distance sociale. Ils ne se sont pas vus depuis le 12 mars dernier. Le club vosgien de Sourtes s'est donné rendez-vous à Aigelsart pour se dégourdir les jambes sur un parcours d'environ 16 km. La vingtaine de participants ne peut pas marcher ensemble, alors du côté des guides, on a tout prévu. C'est un peu à la réflexion. Comme les groupes doivent être limités à 10, on a eu l'idée de faire 2 groupes, voire 3 groupes, puisque aujourd'hui on est à 3 guides. Donc on aurait très bien pu faire 3 groupes, on n'a pas l'habitude. On se retrouve rarement en groupe, donc les habitudes ne se sont pas encore bien faites. De la petite Suisse. Et l'autre... Ce sont donc 2 groupes de 10, espacés d'une bonne distance, qui se sont lancés sur le sentier. Une balade pas tout à fait comme les autres, mais le plaisir d'être ensemble fait oublier tout le reste, sauf les gestes barrières. Côté entretien des sentiers, les groupes de baliseurs des différentes sections du club vosgien ont repris doucement du service, mais les sorties ne sont pas encore à l'ordre du jour pour tout le monde. Le club vosgien de Sourtes est ainsi le premier à se déconfiner. Ces randonneurs se retrouvent en général le jeudi, mais comme la balade se termine toujours par un repas au restaurant, pour l'instant ces sorties sont suspendues, tout comme la marche nordique hebdomadaire qui rassemblait une 50aine de personnes.
Pas de masque tant qu'on garde ses distances et le plaisir de profiter enfin de la nature. Il n'en faut pas plus pour passer une belle journée dans le pays de Bitche. On marque une petite pause juste après la pub. Retrouvez notre long format à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Le personnel soignant a pris la parole, a témoigné en compagnie de la députée Nicole Triss. A tout de suite. Au pays de Bitche, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. L'hôpital Robert Pax commence à reprendre son souffle. Pendant le pic de la crise du Covid-19, il a fallu se réorganiser, s'adapter, changer de service, pousser les murs. Aujourd'hui, on tend à un retour progressif à la normale avec la levée du plan blanc depuis une semaine. Mais pour le moment, on en est encore loin. Toutes les activités ne sont pas reprogrammées. L'hôpital Robert Pax est à 30% de son activité normale. En parallèle, des concertations ont démarré cette semaine au niveau national pour une refonte complète du système de soins français. Et c'est dans ce cadre que la députée Nicole Triss est venue à la rencontre du personnel de l'hôpital Robert Pax. 3 heures de visite et surtout d'échanges. On vous propose d'écouter ce qu'il s'est dit. Pour des cas qui relevaient de soins critiques, comme on dit, c'est-à-dire proches de la réanimation, oui. Comme on a la chance d'avoir un beau service bien équipé en fluides médico-muraux notamment, nous avons utilisé ce service, d'autant plus qu'il était presque vide à ce moment-là. Nous l'avons vidé complètement, les enfants sont rentrés à la maison, et nous avons eu jusqu'à 6 patients pendant un certain temps dans ce service qui a été restitué à sa destination d'origine, c'est-à-dire service de pédiatrie, depuis le 18 mai. Elle a été aussi ce qu'on appelle bed manager, c'est-à-dire gestionnaire de lit paramédical avec M. Taleb qui était le médecin bed manager. Oui. Pour justement orienter les patients en fonction de la gravité du diagnostic, les orienter dans les services qu'on avait ouverts pour le Covid. Et Mme Reb était au charbon à ce moment-là pendant toute cette période. Si vous pouviez me dire en 2 mots les points forts et les points faibles, les choses à garder comme ça en mémoire. Les choses à garder en mémoire, je pense que c'est surtout l'adaptabilité de l'ensemble du personnel soignant, médical, paramédical, en dehors du médical, de toute nature, de toutes sortes. Ça, c'est vraiment les points forts. C'est travailler ensemble et collectivement, ça, c'est vraiment le point fort. C'est des choses qu'il faut garder en mémoire parce qu'on est capable de ça. Ça, c'est une grande force. Et ensuite, je pense la mise en place d'outils qui nous ont quand même permis de travailler, de mieux travailler et d'arriver à gérer certaines choses. Voilà, je pense que c'est des axes. Vous étiez une équipe de combien ici? Alors, donc là, c'est vraiment le secteur des puères. Donc moi, j'étais vraiment détachée sur la gestion des lits. Oui. Donc j'étais plus du tout cadre de pédiatrie puisque la pédiatrie avait été fermée, et transformée en unité de soins intensifs Covid. Donc pour l'unité de soins intensifs Covid, ils ont détaché un cadre formateur qui venait de l'IFC et de l'IFSI. Oui. Voilà, qui autrefois faisait de la réa. Donc elle est venue encadrer l'équipe de puéricultrices qui n'était pas du tout formée à la réanimation, donc pour cette unité de soins intensifs.
On a fait de notre mieux, je pense. On a essayé. On a eu du coup une équipe qui s'est montée en quelques jours avec des médecins de Saint-Avold, des infirmières qui venaient du CHS, un infirmier à la retraite. Donc on a vraiment créé une cohésion d'équipe, une équipe qui était très solidaire, très soudée, pour pouvoir au mieux soigner ces patients. En même temps, il y a la maladie, il y avait ce principe de tout le temps de précaution, il fallait tout le temps prendre ses précautions, jamais rentrer comme ça, donc ça aussi. On a quand même mis aussi notre santé aussi un petit peu à rude épreuve là-dedans. On a fait pas mal d'heures sup, on a pris quand même des risques pour notre santé, des risques pour notre famille. Je pense que c'est le cas dans plein de services. Je pense que ça a été très dur psychologiquement. C'est possible qu'il va y avoir des retombées psychologiques dans quelques mois quand on vraiment va se rendre compte de ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. On s'est dit il faut qu'on est obligé, on ne va pas rester là à rien faire. Donc on était volontaires pour faire ce service. Après, on espère maintenant avoir un retour aussi positif pour la pédiatrie parce que les chiffres, on sait qu'ils sont pas bons. On sait que des chiffres qui sont pas bons, ça veut dire fermeture de lits, ça veut dire fermeture de services. D'accord. Je pense que la pédiatrie dans un établissement, c'est quand même le service cœur d'un hôpital. Pardon. Donc si celui-là, on le laisse mourir... D'accord. J'espère que tout le monde va maintenant nous soutenir, nous épauler, parce que on va se battre pour ce service comme on s'est battu pour tous ces patients. Donc j'espère maintenant que le gouvernement va vraiment enfin nous écouter, enfin nous apporter des solutions. Vraiment, on est fiers de tous ces personnels soignants, que ce soit les médecins, les aides-soignants, que ce soit les infirmiers, mais également de tous les agents que vous avez là qui ont travaillé pour le nettoyage, pour les services administratifs. C'était une ruche. Il y a deux choses pour lesquelles je voulais absolument venir. C'est effectivement, j'étais pendant toute la période du confinement et toute la période du plan blanc constamment en relation avec le directeur et c'est vrai que je compatissais et voilà. J'ai fait exactement le travail que vous faisiez, que vous effectuez dans des conditions pas faciles, ça je dois le dire. Et l'objet de ma visite, en fait, c'est d'une part de vous rendre hommage, parce que je considère qu'il faut le dire, mais qu'il faut avoir des actes pour, donc de vous rendre hommage, vous remercier tout simplement, en mon nom, en nom de je pense, tous les habitants de la circonscription, mais aussi pour parler de cette fameuse campagne qu'on a mis en place, ce fameux plan Ségur qu'on veut mettre. C'est plus un Grenelle, c'est un Ségur de la santé, où on veut vraiment tenir compte de vos expériences, de vos ressentis, et puis effectivement parler, accentuer, accélérer en fait ce qu'il faut accélérer dans le système de santé, à savoir notamment les valorisations salariales. Ça c'est un fait, mais aussi peut-être voir le système, garder ce qu'on trouve bien. Donc après l'avantage, c'est que dans la mesure où ces deux secteurs-là sont sur le même lieu géographique, on a pu très rapidement mettre des respirateurs dans toutes les chambres. Et donc on est passé des 8 jusqu'à 14. Parce qu'il y avait encore une chambre de salle de réveil qui a été transformée. Donc le docteur Joubert, chef du service, le docteur, plutôt madame Grosse-Sylvie, la carte santé. D'accord. Bonjour. Donc voilà, donc on était passé à 14. À côté de ça, on a ouvert au niveau de la salle de réveil 7 lits de réanimation supplémentaires. Donc on est arrivé à 21. Voilà, on a 21 lits. Et vous étiez à combien de soignants Donc les soignants étaient augmentés légèrement. Alors au plus fort, on est passé à 15 infirmières par jour, une dizaine d'aides-soignants, et puis on a eu des renforts des étudiants infirmiers aussi de l'IFSI. Et je dirais que l'équipe a été aussi très réactive par rapport à la mise en place de ce que vous voyez. Là, on ne travaille pas du tout actuellement en temps normal de cette manière-là. Ils ont mis en place des isolements de manière très efficace, ce qui a permis de limiter complètement les contaminations au niveau de l'équipe de réanimation. Et c'était difficile parce qu'il faisait chaud aussi, plus tout l'équipement, donc c'était assez fatigant. Oui. Mais d'inquiétude, non, en fait, parce que tout le monde était relativement bien protégé en réalité. Et les deux infirmières qui ont été malades l'ont été parce qu'elles ont été contaminées par un patient c'était tout au début, on ne savait pas qu'il était contaminé. Ouais, il y avait pas, mais après, on n'a pas eu de contamination
liées à un manque d'équipement ou à de mauvaises manipulations. Avant, on ne savait pas jusqu'à quel niveau, est-ce qu'à un moment donné, on allait avoir des malades et ne plus pouvoir les prendre en charge, parce qu'on était au bord de la rupture à ce niveau-là. Hein. Et s'il n'y avait pas l'aide, on va dire, des transferts en Allemagne, des transferts certains sur Metz, voilà, s'il n'y avait pas cette possibilité-là, il y avait un moment, vers début avril, on était sur le point de rupture. Ce qu'on voyait comme âge dans les lits, d'abord on disait toujours, ces personnes âgées, non, on a eu des personnes de la trentaine qui ont fini intubées. Hein. Oui. Donc, on a un gros travail aussi du SAMU, tous les SMUR qui ont fait le transfert, parce que nous, du coup, on a le retour, on va dire, il n'y a pas eu de perte de chance à cause du transfert. Je voulais effectivement voir un peu, j'ai attendu quand même que ça se calme au niveau de l'effervescence, au niveau de l'hôpital, pour voir un peu, pour rencontrer les personnels qui ont fait un sacré boulot et pour les remercier, puis aussi parce que j'ai envie de connaître un peu ce retour d'expérience, les difficultés qu'il y a eu, les côtés positifs aussi. Quand même des mois et des années que le corps médical lutte pour être reconnu et qu'on soit reconnu à notre valeur. Et oui, on aimerait bien que, malheureusement, à travers ce Covid, que tout le monde se rend compte que c'est un métier difficile et qu'on a besoin de personnel, qu'on est en manque quand même. Alors, ça fait 10 ans que j'exerce, j'ai fait quelques services. J'étais aide-soignante avant. Parfois c'est compliqué quand vous faites encore des toilettes jusqu'à 1h de l'après-midi et que parfois vous êtes seul pour un patient difficile à tourner, toute seule. Alors imaginez le patient qui souffre parce qu'on est toute seule et nous aussi. Alors le problème c'est que j'entends ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec mais j'étais dans une commission sur l'accès aux soins et la lutte contre la désertification médicale. Et en fait, c'est vrai que ce que nous disaient les ordres professionnels, notamment d'aides-soignants et d'infirmiers, c'est qu'il n'y avait plus assez de personnes qui avaient envie de faire ce métier-là. En fait, c'est pas qu'ils ne voulaient pas recruter, c'est qu'il n'y avait pas de recrues. C'est clair, il y avait des soignants qui avaient aussi de la famille malade, etc. Oui, ça aussi. Donc c'était assez tendu quand même. Non, mais chapeau, hein. J'arrête pas de le dire, au risque de me répéter, mais je trouve que c'est formidable ce qui a pu se faire comme ça, de manière finalement très spontanée. C'est vrai que tout le monde s'est mobilisé quand même sans restriction. C'est ça qui est dingue, tout le monde était d'accord, comme un seul homme. C'est vrai qu'il y avait des services qui étaient quand même plus impactés, comme la réanimation, etc., où il y avait vraiment des situations difficiles. Après aussi, on a dû faire des choix. Enfin bon, on est quand même une équipe. Oui. Donc après, il y a aussi l'esprit d'équipe qui a compté. On pouvait toujours demander des avis, voilà. Travailler en équipe, ça, c'est quand même un avantage quand même, de pouvoir demander des avis, de faire des décisions collégiales, des choses comme ça. Le service a été transformé quelques semaines en service Covid. Oui. Donc on avait le service qui était effectivement complètement avec uniquement des patients malades du Covid, et donc on a une période un petit peu délicate effectivement. Donc même pour vous, c'était complètement différent. C'était complètement différent parce que c'est quelque chose qui sort de notre spécialité, donc on devait faire appel à des référents, etc., pneumologues, maladies infectieuses. Et donc c'était un petit peu tendu, c'était effectivement physiquement et psychologiquement assez compliqué ces quelques semaines. Mais bon là, effectivement, on constate quand même que ça s'est amélioré quand même, à notre niveau en tout cas, puisque nous on n'a plus du tout de patients Covid. On sort d'une période un peu difficile là. Oui, je sais, effectivement. Donc là, ça se calme un peu d'un point de vue de l'épidémie, mais bon, on a tous les patients qui arrivent, qui n'ont pas de problème de Covid. Oui. Donc il y a certains patients qui ont un peu traîné, donc on récupère un petit peu des situations un peu problématiques, j'imagine. Un peu problématiques, oui. 2 mois à la maison, donc habitation. Ah là là. Ah, bien sûr, c'est ça le risque. C'est ça le risque en fait, c'est qu'il y a des opérations. Les gens diabétiques ou arthritiques, ils ont des soucis. Ils ne se rendent pas compte. Et ils viennent à un stade tardif, donc on passe à l'amputation. Oh là là. Voilà. Oui, ça peut avoir des conséquences effectivement qui sont... Même la famille ne le voyait pas, donc les enfants ils ne voient pas leur père, donc c'est un peu difficile. Donc on a repris l'activité depuis le 25 mai, petit à petit, donc les gens ne viennent pas consulter encore, ils ont encore peur. Donc l'activité est encore au ralenti. Vous aviez
avez senti, vous, à partir de quel moment? À partir du moment où on a dit il faut être confiné, quelques jours après? Ça a commencé, disons, la semaine d'avant. La semaine avant la mi-mars, juste avant le départ du confinement, on a senti que la situation s'aggravait très rapidement de jour en jour. On sentait qu'on allait vers quelque chose de très gros. Ouais. Et que là, on a dû quand même donc déjà là, se réorganiser. Cet espace-là, donc le garage qu'on a exploité avec des mesures de précaution et de sécurité qui sont adéquates, avec notamment une extraction d'air. Et puis un espace dédié exclusivement Covid. Donc c'est donc notre zone de tri initiale pour les patients Covid. Les patients non Covid étaient accueillis par l'autre aile de l'établissement. Donc vu la modification du flux à l'heure actuelle, on persiste quand même avec un flux minimal d'une quinzaine de patients relevant potentiellement d'une infection Covid par jour. Mais ça ne justifiait plus pour l'instant d'avoir l'ouverture de cette structure. Donc on la garde en dur au cas où on puisse se retrouver avec de nouveau une deuxième vague. Par contre, pour l'instant, on a retrouvé un fonctionnement avec plutôt le côté des urgences comme initialement prévu. Le bilan, c'est cette envie qu'ils ont tous eu d'être utiles, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les infirmiers et infirmières, que ce soit les médecins, cette équipe soudée qu'ils étaient face à un virus inédit, face à cette maladie qui a fait que tellement de patients sont venus hospitalisés et beaucoup d'entre eux en réa et même dans des services où ils devaient être intubés. Donc c'est vrai, cette envie d'être utile, de travailler, d'aller de l'avant, d'être au front sans se poser de questions pour eux ou pour leur famille. Concrètement, qu'est-ce qui va découler de cette rencontre? Alors c'est une rencontre, je voulais faire d'abord le fait que je vienne, il y avait deux choses qui pour moi me paraissaient primordiales. La première, c'était de les remercier. C'était de leur dire toute la considération, toute la reconnaissance que nous avions pour eux, quel que soit leur statut, et que tellement c'était important pour nous, et voilà, de leur dire ça, les remercier, leur rendre hommage. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je voulais avoir leur retour d'expérience, parce que comme vous le savez, on est dans le Ségur de la santé depuis le début de la semaine jusqu'à fin du mois de juin, et c'est vraiment un moment où il faut faire le bilan de ce qui a été vécu, de ce qu'ils ont vécu, de ce que nous avons vécu, pour voir un peu ce qu'on peut garder, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut enlever, ce qui est toxique ou délétère pour les métiers de soignants. La première chose, c'est qu'effectivement, et là je suis d'accord, et de toute façon je ne suis pas la seule, ça fait l'unanimité, le ministre pareil, c'est qu'il faut revaloriser les métiers des soignants. Il est clair que l'aide-soignant, comme l'infirmier, comme le médecin qui arrivent dans les services, dans des hôpitaux publics, ne sont pas suffisamment payés, et qu'il va falloir revoir l'attractivité des différents métiers, donc revaloriser les salaires, mais également voir la fidélisation dans ces métiers, c'est-à-dire pouvoir leur donner un parcours de vie professionnelle. S'ils ont envie effectivement d'avoir plus de responsabilités, c'est un tout, et il faut commencer par ça. Ensuite, le deuxième point, c'est investir dans les hôpitaux, revoir le système de santé pour qu'effectivement on puisse, des fois qu'il y aurait une prochaine pandémie, un prochain virus, une prochaine maladie, qu'on puisse effectivement se souvenir de ce qui a été vécu là, en tirer les leçons et pouvoir gérer et anticiper davantage. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de faire ce bilan-là, parce que c'est ce bilan-là qui va nous permettre effectivement d'avancer dans le système de santé que nous souhaitons pour améliorer les soins pour les patients, pour améliorer la qualité de travail pour les soignants. Et les conclusions de ces concertations nationales autour de la santé sont attendues au plus tard pour la mi-juillet. Et on passe à un tout autre sujet pour finir notre émission. Que diriez-vous de replonger dans les anciennes photos de notre plate-bande? Cette semaine, nos compagnons ressortent les albums remplis de nostalgie, à condition de se rappeler les noms des gens qui y ont posé. Photos anciennes, en noir et blanc ou déjà en couleur, un bon sujet pour vous faire sourire. Très belle fin de programme, profitez bien de votre week-end, à bientôt. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Salut
liebe Zuschauer, heute geht es um Foto und ich sage euch, da haben wir ein Thema vor 3 Wochen. Da haben wir da schon in den Alben herumgeblättert, gell, Sebastian? So, gell, du, wo ja noch ganz jung bist, du hast auch da schon so schöne Fotos, wo du noch so klein, schnucklig warst. Ja, jetzt lohne mal. Also, das ist so, ich schon ja, wir tun ja immer unsere Sendungen ein bisschen vorpräparieren, gell? Ja, okay. Und geht Arbeit, ich schon gedacht, komm, ich hole mal jetzt 2 Minuten und ich hole mir ein Album raus und dann suche ich. Ja, aber durch die 2 Minuten sind dann eine ganze Stunde. Voilà, was du gerade eben gesagt hast. Ja. Oder habe ich also das Donner da gefunden, wo ich glaube, es ist nie von Mini, aber ich habe noch eine andere, wo ich gefunden habe, ich halber nackig, aber die hat ich doch nicht mitgebracht, gell? Im Park? Voilà, im Park. Da guckst du aber schon gut, da bist du 6 Monate alt. Voilà. Aber schau mal hinten dran, les jouets, die Spielzeuge, wo ich da habe. Unglaublich, gell? Voilà, nee, so Plastik, ich weiß, die Puppe hat gestunken, aber das weiß ich noch genau. Und da ist so ganz, das hat immer so geschaukelt, weißt du? So. Voilà, so ganz genau. Aber schon eine Couleur. Ja, aber so alt bin ich jetzt auch nicht, Martin, ich bin dich. Wo ich klein war, da war es nur noir et blanc. Also nur mal da noir et blanc. Noir et blanc. Ich bin ein bisschen älter wie du, gell? Ja, ein paar Jahre. schon auch schwarz-weiß. Du hast das älteste Foto, Bertrand, das älteste Foto, weil ihr Fotos sind erst in 1829 hat es angefangen mit Foto. Vorher hat es kein Foto gegeben, sind sie noch gemalt, war die Lied. Ne? Ja. Hast schon müssen posieren, da stundenlang. Und wie alt ist das Foto, Bertrand? Also das Foto ist in 1850 gemacht worden in Paris. Wir wissen nicht genau, was benutzt dann für das Foto machen, weil Chemie schon alles probiert damals. Ja. Da ist noch sogar das Platz von den Nagel angehängt war. Großstadt. Die Person da ist Henri Freis, der ist geboren 1799. Und der junge Mann, der nebendran, das ist sein Sohn, der ist geboren 1835. Das, also Foto ist ungefähr um die 1850. Sind das Lied von der Eck da, oder? Ja, sind von Calusa. Von Calusa. Die haben in Paris not gewohnt und stammen von Calusa. Also lang war hier die Foto, wie man es vorher gesagt hat, schwarz-weiß. Und wir haben da zum Beispiel so Postkarten, wo selber das Pierrot, darf man ja sagen. Und Bertrand, du sagst, die waren schwarz-weiß. Das war so groß, negativ. Und haben sie ein paar Passagen gemacht für die Farbe. Für jede Farbe ist noch ein paar Mal durchgegangen. Also original war es schwarz-weiß. Die farbigen Fotos sind erst 1907 rausgekommen, ne? Ja, das war der erste. Aber sehr lange haben sie immer noch die schwarz-weiße gemacht. Das ist zum Beispiel 1929. Und das ist eine Postkarte, so groß. So klein war es. So klein war es, gell? Die Qualität ist doch unglaublich. Und gerade da in den 70er Jahren hat man so komische Qualität gehabt. Und meistens sind die rot. Orange. Weil es ist nicht damals kein gutes Material verkauft. Ich habe da ein Familienfoto mitgebracht, das ist von einem Buch von Marcel Ney. Der kommt im Juni in die Mediathek eine Konferenz machen und da ist meine Oma drauf. Voilà. Darf ich es suchen? Die Oma? Ja. Da war Mathilde. Du redest da von der Oma. Da war einer, der hat immer mit der Schwiegermutter gestiepelt, gell? Gestiepelt, das hat das so eine Schwiegermutter. Wir sind eine Schwiegermutter. Wenn ich in die Ferien gehe, ich nehme immer ein Foto mit von euch. Jedes Mal nehme ich ein Foto mit von euch. Und dann sagt die Schwiegermutter ganz froh, da kann ich ja doch gut dran, gell? Ja, nehmt ein Foto mit von mir. Ja, warum nimmst du ein Foto mit von mir? Ah ja, wenn ich das Foto lohne, dann kriege ich kein Heimweh. So, also auf jeden Fall in der Mediathek, wenn ich will sachkundig machen, man da schöne Zeitschriften, zum Beispiel die Chasseur d'Image, gell? Und da haben wir schöne Beispiele und auch über das Material, da gibt es so viele Fotoapparate und die neuen Fotoapparate sind ein bisschen Vintage, hast du gemerkt? Sind aus wie früher, aber das ist ja alles Numerik. Aber heutzutage mit dem Telefon kann man ein Foto machen. Bildqualität. Ich will gerade noch einen kleinen Appell machen. Wenn ihr so ein Foto von früher habt, gehen zu der Association Historique von Eck und geben dann das Foto, also das keiner können, und erstmal den Namen drauf macht. Weil da wissen wir noch genau, wer drauf ist. Und wenn man das nicht macht,
wäre die Foto dann anonym. Ja, wenn man so ein Foto anonym hat, sich nicht schön. Man muss den Namen drauf Es ist immer schreiben, gut, wenn man Auf jeden weiß, Fall, da sind sie alle froh davon. Wir wissen Ja, genau. das ist nicht direkt, ja. Ja, Das aber ist das sehr war so froh, typisch, ja. Ja, seriös. Dann muss er sieht lang da hocken. Ja, das hat lange gedauert, ich habe so lange pausieren. Unser nächstes Thema, Sebastian und Martin, wenn du wieder einen Witz findest, es geht um Plastik. Aha, Plastik. Reden wir mal von Plastik. Voilà. Gut. Nächstes Also Mal. wir sollen bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche.